Salut, alors aujourd'hui je vais vous parler de Mermaids, The Body Found, ou en français Sirène, le corps trouvé. C'est sorti en 2012. C'est un faux documentaire présenté sous forme d'enquête scientifique. En gros, ça s'appelle Mockumentary aussi. La chaîne de diffusion, c'est Animal Planet et Discovery Channel. Et sur Animal Planet, il a réuni environ 3,4 millions de téléspectateurs, devenant ainsi l'un des programmes les plus regardés de l'histoire de la chaîne. Le résumé, c'est: une équipe de scientifiques affirme avoir découvert les restes d'une créature marine liée aux origines de l'humanité, une sirène des temps modernes. Ils soutiennent qu'un vaste complot gouvernemental dissimule actuellement l'existence de cette créature au grand public. Dramatisation. Alors, je vais commencer par vous raconter ce qui se passe dans ce rêve fiévreux qu'est ce documentaire sur ces choses. Le 4 avril 2004. Des garçons affirment avoir vu un corps étrange parmi ceux des baleines échouées massivement à cause des tests de sonar de la marine américaine. C'est notre journée normale, je suppose, du genre tu demandes à ta mère d'aller voir les baleines mortes qui peuvent exploser à cause des gaz dans leur corps en décomposition à n'importe quel moment. Finalement, les garçons, ils rétractent leur déclaration et apparemment, la marine américaine, elle prend le corps. J'allais dire que c'est un classique, mais officiellement, c'est jamais arrivé. Officiellement. On filme ensuite des images étranges de créatures qui nagent dans la baie de Beaufort en Californie. Et après, on a un membre anonyme de la marine qui parle dans une interview. Il dit que la marine a déclaré que la vidéo de la baie de Beaufort, elle n'est pas réelle, et qu'elle a aussi une influence sur ce genre de vision qu'a le public par rapport à la réalité ou non des événements. Ça fait dictature soft avec la propagande. Mais pourtant, en 2004, le membre anonyme de la marine, il a vu une des créatures que la marine a prises. Et il y a aussi à nouveau des rumeurs sur des corps qui sont échoués, avec les baleines cette fois, mais les autorités, elles les contiennent. On parle ensuite de flèches de harpons retrouvées depuis des siècles dans des poissons pêchés. Et il y a une vidéo des années 60-70 d'un témoignage d'un pêcheur allemand, je pense, sur ces harpons. Enfin, j'ai pas réussi à identifier son accent en fait, mais j'avoue que j'ai oublié de checker sa ville. Mais avant de me crucifier, écoutez ce qui lui est arrivé. L'homme a aussi pris une photo de quelque chose qui s'est échappé du filet, mais on le voit à peine. Ça ressemble à une créature marine. L'équipe de NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, qui est une agence scientifique du gouvernement, elle a étudié les échouages de baleines, mais elle a aussi capté un bruit appelé le bloop dans l'océan en 1997. C'est un bruit mystérieux pouvant provenir d'une nouvelle espèce marine. Les scientifiques de NOAA, ils l'ont réentendu en 2009 en surveillant la population de baleines, et ils veulent prouver qu'il s'agit d'une nouvelle espèce. S'ils arrivent à faire ça, la marine elle devra révéler ce qu'elle fait avec ces corps qu'elle ramasse là. Bonne chance. En Afrique du Sud, en 2009, il y a aussi des échouages de baleines à cause des tests de sonar. Ils n'ont pas appris que ça tue les baleines, on dirait, mais voilà quoi. Et Gavin Dittmar, responsable de la recherche acoustique à l'université de Cape Town, du Cap, vous voyez, il aide le NOAA. Il découvre que le bloop, il est beaucoup plus complexe que tous les autres moyens de communication des créatures marines qui existent. Quand l'équipe du NOAA, elle arrive sur la plage en Afrique du Sud, il y a des employés du gouvernement, entre guillemets, qui ont fait un passage avant. Les scientifiques, ils arrivent ensuite à enregistrer le bloop en train de communiquer avec des dauphins. Les scientifiques, ils pensent donc que c'est une nouvelle espèce de dauphin. Toujours en Afrique du Sud, dans le laboratoire, l'équipe du NOAA, elle a pu récupérer l'intérieur du corps d'un requin blanc. Dedans, il y a les morceaux d'un corps étrange. Ils prennent des échantillons d'ADN du corps, enfin du corps qui est à l'intérieur du requin blanc, et découvrent aussi que la marine, elle a influencé cette nouvelle espèce avec ses sonars. Et le docteur Pershall de l'université de Cape Town est spécialiste en désolée. Elle est spécialiste en biomécanique. Elle découvre que la créature, elle avait des hanches humaines. Donc la créature a marché sur deux jambes dans le passé. Becky, une des scientifiques, elle a aussi découvert que les autres os trouvés, ils étaient des sortes de mains. Et ils ont trouvé que la créature a fabriqué des outils, comme des harpons, parce qu'ils l'ont trouvé avec un morceau de harpon qui avait blessé le requin. Parce que justement, elle a essayé de se défendre avant de se faire bouffer, voilà quoi. Et des harpons, je me demande quand on en a entendu parler avant. Le pêcheur là, vous voyez. Et bref, le docteur Visser, une anthropologue médico-légale du département de l'évolution humaine, pardon, elle a reconstruit le crâne de la créature. Et on constate que la créature elle a de grands yeux et que l'on retrouve ça dans les conditions de faible luminosité. Et ils finissent par découvrir que la créature elle a de l'ADN humain et qu'ils ont un ancêtre commun avec nous.
et que donc c'est une sirène. Et pendant ce temps-là, une personne anonyme interviewée, elle révèle que la marine, enfin c'est la même personne qui balance depuis le début en fait, elle révèle que la marine, elle observait le noir faire depuis un moment, mais elle les arrêtait pas pour qu'ils fassent le travail pour eux en fait. Ils ont dû avoir des coupes budgétaires sévères pour en arriver à là. Mais bon, justement, les scientifiques, ils n'arrivent pas à faire sortir le corps d'Afrique du Sud à cause d'un permis qu'on ne leur accorde toujours pas. Parce que tu mets pas des morceaux de corps étranges dans ta valise, bien sûr. Et ils te laissent passer comme ça. En plus, ça doit être dangereux au niveau biologique. Et ah oui, anecdote, la momie de Ramsès II, il a dû, enfin la momie, elle a dû avoir des papiers pour voyager à un moment aussi. Donc c'est par rapport au truc des corps que tu dois faire voyager. Voilà. Je crois que c'était pour l'amener à Paris. Je sais plus. Ça sonne bizarre. Sinon, des jours après, quand l'équipe de Noah, elle retourne au labo à l'université du Cap, ils trouvent des agents qui sont en train de tout saisir. Ils ont pris les tests de laboratoire, les dossiers, les reconstitutions, etc. Ils ont tout nettoyé, quoi. Et le corps, bien sûr, aussi, ils ont pris le corps. Les scientifiques, ils ont dû retourner aux États-Unis, encore une fois, à cause des passeports, enfin, permis, passeport, paperasse, tout ça. Et là-bas, ils ont protesté par rapport à ce qui s'est passé. Pas devant le Pentagone avec des pancartes, mais ils se sont plaints, quoi. Les Sud-Africains, ils ont fini par leur donner les résultats du test ADN, enfin, des tests ADN, mais seulement après les avoir changés en disant qu'ils étaient contaminés par de l'ADN humain pour expliquer les vrais résultats. Ils disaient que la créature elle a de l'ADN humain aussi, et ils ont aussi détruit les échantillons. Après tout ça, les scientifiques qui retrouvaient un des enfants de 2004, vous savez, au début de la baie de Beaufort, non pas la baie de Beaufort, ceux qui jouaient sur la plage là, pendant qu'il y avait les baleines qui s'étaient mortes, voilà quoi. Ils ont retrouvé un de ces deux garçons, et ils lui ont demandé de dessiner ce qu'il a vu, et ça correspond à la créature qui a été reconstituée par les scientifiques. C'est un très beau dessin d'ailleurs. En plus de ça, l'enfant, il y a une vidéo que la marine n'avait pas saisie sur son téléphone. La qualité de la vidéo n'était pas si terrible que ça pour un vieux téléphone de Y2K. Enfin, pas Y2K. Un vieux téléphone des années 2000, quoi. Début des années 2000. Dans la vidéo, la sirène, elle se réveille et elle attaque un des enfants qui s'enfuit. Et donc on voit à quoi elle ressemble à la Constitution et tout ça. Après, on apprend par une personne anonyme, la même balance enfin, d'habitude là, que la marine, elle a gardé la sirène de 2004 jusqu'en 2007 où elle est morte. L'équipe, elle retourne en mer pour trouver les sirènes avec le bloop, mais quand ils ont, enfin le bruit là, mais quand ils sont sur le point de les retrouver avec le bloop, la marine, elle arrive et elle prend les enregistrements. Enfin, les gens, ils prennent les enregistrements. Ils prennent leurs enregistrements. Et donc, l'équipe, elle en a marre, elle est gavée. Et elle finit par quitter le noir parce que, voilà, quoi, c'est bon. C'est tout ce que tu fais, ils te prennent tes trucs, donc c'est mort. Enfin, ça sert plus à rien, quoi. Donc, mais il y a un membre de l'équipe qui s'appelle Brian, qui continue de chercher les sirènes malgré tout. Les autres, Betty, Gavin et Paul, eux, ils pensent qu'on ne devrait pas chercher les sirènes pour les protéger et pas les faire disparaître. Et à la fin, on a une sorte de compilation d'autres témoignages fictifs des pseudo-scientifiques. Le primate aquatique. Alors, on va passer à la théorie du primate aquatique et les sirènes dans le documentaire. Alors, le bloop, il est entendu en 1997, comme on l'a vu. Il trouve le même bloop de 1997 en 2009, mais c'est un bloop plus complexe comme un langage. Et là, on passe sur la théorie du primate aquatique. Selon la théorie, on aurait des ancêtres étant des primates qui ont évolué dans un environnement semi-aquatique. Un des arguments du documentaire, c'est qu'on ait de la peau entre les doigts, comme les amphibiens. Mais c'est même pas un argument majeur ni reconnu dans le cadre de la théorie du primate aquatique. Et en plus, c'est censé être arrivé afin d'attraper les objets plus facilement. Un autre argument du documentaire, c'est que les bébés humains, ils arrivent à retenir leur respiration sous l'eau. Alors c'est vrai que quand un nourrisson, il est sous l'eau, il peut retenir sa respiration, ouvrir les yeux sous l'eau et faire des mouvements de bras et de jambes ressemblant à une nage. Mais c'est des réactions physiologiques, enfin c'est des réponses physiologiques normales sans lien direct avec notre évolution, ni des compétences en natation. Et puis en général, ça disparaît entre 6 et 12 mois, ça. En plus, la faculté de retenir sa respiration sous l'eau, elle est retrouvée chez de nombreux autres mammifères, dont des primates, comme les macaques qui ont par exemple été observés en train de plonger à la recherche de nourriture sous l'eau. Et les chiens aussi, même si c'est pas au même degré que chez les humains, qui eux peuvent retenir volontairement leur respiration pendant plusieurs minutes parfois. Dans la théorie, on mentionne le fait qu'on a une couche épaisse de graisse sous la peau,
Alors l'humain, c'est le primate le plus gras avec 10 fois plus de cellules lipidiques que les autres primates, à mes deux choix. Deux sortes d'animaux seulement montrent cette tendance, ceux qui hibernent avec la graisse saisonnière et les animaux aquatiques avec la graisse permanente tout au long de l'année. Disons, les mammifères terrestres, ils ont plutôt tendance à stocker la graisse à l'intérieur du corps, surtout autour des reins et des intestins. Les mammifères aquatiques, ils stockent la majeure partie de leur graisse juste en dessous de la peau, comme j'ai dit. Mais les humains, ils ont également essentiellement de la graisse sous-cutanée aussi. Enfin, je me suis un peu répétée, désolée. La facilité des humains actuels à prendre du poids, dans cette hypothèse, ce serait un vestige d'un mode de vie aquatique ancien. Mais les scientifiques, ils pensent que la graisse sous-cutanée humaine, en fait, en vrai, elle est davantage liée à des fonctions physiologiques, comme le besoin de garder le corps au chaud et le stockage énergétique pour le cerveau, et une adaptation à un environnement aquatique. Après le documentaire, il mentionne que certaines personnes du sud-est asiatique, elles voient clairement sous l'eau. Les Moken de Thaïlande et du Myanmar, par exemple, ils possèdent la capacité de voir sous l'eau mieux que la plupart des gens. Parce que les enfants Moken, ils peuvent adapter la forme de leur cristallin et contracter leurs pupilles lorsqu'ils sont immergés, ce qui améliore la précision de leur vision sous l'eau. Cette aptitude, c'est le résultat d'un entraînement intensif et d'une adaptation culturelle et non d'une évolution biologique spécifique à cette population. Un autre argument du documentaire, c'est que dans certains endroits, les humains ils peuvent attraper des poissons sans outils, genre avec leurs main, quoi. Mais l'humain, il est très adaptable. C'est-à-dire que même si nos ancêtres, ils n'avaient pas évolué dans un environnement aquatique, les populations humaines, elles peuvent s'adapter et développer des compétences pour exploiter des ressources marines, comme avec des techniques de pêche sans outils. Donc, des compétences culturelles et acquises peuvent être transmises de génération en génération, sans avoir aucun lien avec les adaptations biologiques à la vie aquatique qui prétendent qu'il y a. Enfin, que c'est comme les enfants moken, quoi. Enfin, c'est de génération en génération. Alors, même si certaines populations elles peuvent pêcher sans outils, cette compétence, elle n'est pas nécessairement liée à une évolution biologique vers une vie semi-aquatique. Et en dernier, ils mettent en avant l'exemple des ours polaires, qui évoluent en mammifères marins. Les ours polaires et les ours bruns se sont séparés il y a environ 100 000 ans. Je suppose qu'il y en a un qui a pris goût au froid, on ne sait pas comment, et d'autres l'ont suivi. Et c'était bien après l'apparition des humains. La révolution vers un mode de vie semi-aquatique avec des adaptations spécifiques comme la nage et la chasse en milieu aquatique, elle s'est produite progressivement en réponse à des changements environnementaux, comme les changements climatiques et la formation de la banquise. Cette évolution elle a été longue avec des ajustements lents et graduels sur des milliers d'années, contrairement à l'idée d'une évolution rapide vers un mode de vie aquatique pour les humains. Si des changements pas si significatifs par rapport aux sirènes, ils ont pris des centaines de milliers d'années chez des animaux proches de nous pour arriver, c'est peu probable que l'humanité elle ait pu évoluer de manière aussi rapide vers une adaptation aquatique aussi complexe que celle de la théorie des sirènes. Ils veulent prouver une évolution sous stéroïdes, quoi. Donc, de retour au documentaire avec les sirènes qui existent. Selon l'histoire du documentaire, on commence en Afrique il y a 7 millions d'années. Nos ancêtres, ils ont quitté la forêt pour la mer à la recherche de nourriture, mais il y a eu la montée des eaux et des tremblements de terre. Donc, il y a certains ancêtres qui sont allés à l'intérieur des terres, mais pas d'autres. Il y a 6,5 millions d'années, il y a un groupe de singes qui vit en mer et qui a maintenant des mains avec des membranes interdigitales. C'est quand il y a beaucoup de peau entre les doigts, quoi, comme chez certains amphibiens. Il y a 6 millions d'années, c'est-à-dire 1 million d'années après s'être mis à vivre partiellement sous l'eau, le singe, il a perdu la plupart de ses poils et peut respirer sous l'eau pendant plusieurs minutes. Du côté de Madagascar, il y a 4,5 millions d'années, les singes, ils ont évolué en sirènes qui se sont rapprochés des dauphins. Après, on arrive dans la fosse des Mariannes, il y a 3,1 millions d'années, où une sirène elle pêche dans les profondeurs de la mer. Puis en Amérique du Nord, il y a 1,6 million d'années, il y a un mégalodon, près d'une population de sirènes qui tente de le fuir, et l'une des sirènes, elle se sacrifie en l'attirant vers elle pour permettre aux autres de fuir. J'avoue, cette partie est un peu émotionnelle. Dans l'océan Indien, il y a 100 000 ans, les dauphins et les sirènes, ils collaborent pour chasser. Et on revient après aux scientifiques du NOAA. Et donc, selon eux, l'existence des sirènes, elle a été cachée si longtemps à cause de la profondeur de l'océan, que l'on connaît moins que la surface de la Lune. Mais en réalité aussi, leur existence, elle était connue dans le monde entier, en partie avec toutes les histoires sur les sirènes à travers le monde qu'il y a. Après, le truc de trop, pour moi, c'est les peintures rupestres du désert en Égypte. Parce que avant, le désert, c'était de l'eau et de la verdure, donc il y avait des gens qui y vivaient.
plus de gens que maintenant. Mais les peintures rupestres, c'était irréaliste, c'était trop pour moi. Et c'est en fait, ils ont recréé les peintures d'humains qui se battaient contre les sirènes pour des ressources, c'est-à-dire des poissons. Et donc, ça montre la fin du lien entre les sirènes et les hommes, parce que les sirènes, elles se sont cachées des hommes, enfin de nous quoi, à cause de ce conflit. À nouveau, on revoit les sirènes dans le Pacifique Sud il y a 150 ans pour la naissance d'un bébé sirène. Et puis, on passe à la côte de Washington le 4 avril 2004, le jour où les baleines se sont échouées dans le documentaire avec les petits garçons et ils ont trouvé la créature, pardon. Et là-bas, les sirènes, elles sont en train de migrer avec les baleines. À la fin, on nous dit que les dauphins, ils aident les humains à attraper des poissons dans certains endroits dans le monde, et qu'à l'origine, cette habitude, elle a commencé avec les sirènes. Les baleines échouées. Je vais parler de l'échouage des baleines maintenant. Pour ce qui s'est passé le 4 avril avec les garçons là, à Moclips Beach, dans l'état de Washington, ils ont transformé la vérité pour leur drame. Parce qu'en 2002, 14 baleines à bec se sont échouées lors d'un exercice naval international au large des îles Canaries, dans la vraie vie. Elles sont apparues sur les plages 4 heures après la mise en marche des sonars. Justement, dans le documentaire, Brian McCormick, le chef de l'équipe du NOAA et chercheur en acoustique de la marine, il associe l'échouage au test de sonar militaire. Et effectivement, dans la vraie vie, Antonio Fernandez de l'Université de Las Palmas à Gran Canaria, il a examiné les tissus et les organes de 10 baleines échouées aux Canaries, celles des tests de sonar. Dans un article publié aujourd'hui dans la revue Nature, il rapporte que les tissus de toutes les baleines, ils avaient des trous. Dans le documentaire, les baleines saignent des oreilles à cause des traumatismes internes majeurs que causaient les sonars. Dans la vraie vie, les dégâts, ils suggèrent que les baleines, elles ont souffert d'un accident de décompression ou maladie de décompression, entre guillemets, peu avant de s'échouer. Ce genre d'accident touche aussi les plongeurs qui remontent trop vite à la surface. Enfin, je pense que vous l'avez déjà entendu, vous avez déjà entendu dire qu'il faut pas remonter à la surface d'un coup comme ça quand on plonge vraiment profondément. En fait, parce que l'azote dissout dans leur tissu et leur sang, il se transforme en bulles potentiellement mortelles pour les humains et pour les baleines aussi. Donc, Paul Jepson, membre de l'équipe de l'Institut de zoologie de Londres, il explique. Nous pensons que le bruit du sonar fait paniquer les baleines, les obligeant à remonter rapidement à la surface pour essayer de s'éloigner du bruit. Les baleines à bec sont les baleines les plus fréquemment échouées après les exercices navals. Parmi les plongeurs les plus profonds, elles peuvent nager jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur, donc ça explique pourquoi, parce que depuis 1000 mètres, si tu remontes vraiment rapidement parce que t'es paniqué, c'est fini. Avec l'accident de décompression. Ou la maladie de décompression. Le sonar, c'est un appareil qui utilise les propriétés de la propagation du son dans l'eau pour détecter et situer les objets sous l'eau en indiquant leur direction et leur distance. Les sonars parfois appelés tactiques sont à basse ou moyenne fréquence, destinés à la détection de sous-marins ou d'engins. Aussi la lutte ASM, la lutte anti-sous-marine. Elle désigne l'ensemble des tactiques de combat et de protection contre la menace représentée par les sous-marins. En lutte ASM, les sonars c'est les seuls moyens disponibles pour détecter en temps réel un sous-marin immobile en immersion profonde et à grande distance. Parce que dans ces conditions, le sous-marin il est très silencieux. Pour cette raison, toutes les marines qui ont des moyens de détection ASM, elles emploient des sonars. Donc les sonars à basse fréquence, ils peuvent avoir des effets nuisibles sur les animaux marins. Parce que ces fréquences, elles se propagent efficacement sur de longues distances sous l'eau. Ces sons, ils peuvent voyager sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Et les cétacés, comme les baleines et les dauphins, ils utilisent des sons pour communiquer, s'orienter et chasser. Et donc, les sonars à basse fréquence, ils peuvent les désorienter comme ça et perturber leur comportement naturel. Et aussi, ça peut causer du stress chronique qui entraîne des problèmes de santé, comme des ulcères gastriques et des pertes auditives. Les intensités élevées des sonars peuvent également provoquer des lésions physiques, comme des hémorragies internes et des ruptures pulmonaires. Tout ça amène aux échouages. Les sonars à haute fréquence, eux, ils sont rapidement absorbés par l'eau de mer qui limite leur portée. Ils permettent une détection précise des petits objets et sont utilisés dans la cartographie du fond marin et la détection de mines. Ils sont moins pénétrants, mais peuvent aussi perturber la faune marine, même si c'est généralement sur des distances plus réduites. Le mockumentary. Alors, si vous avez oublié ce documentaire, c'est clairement un mockumentary ou un documentaire. Si je ne sais pas comment vous avez oublié et que vous pensez que c'est un vrai documentaire, parce que vous n'avez pas compris que c'était pas un vrai documentaire. Bref, voilà.
Et le mockumentary, c'est une parodie de documentaire. Et les événements dedans, ils peuvent être fictifs, avec pratiquement tout dans ce documentaire, mais aussi en partie réels, comme dans le documentaire, où ils ont utilisé certaines images de représentation mythologique, des baleines échouées, les catastrophes climatiques à l'époque des premiers hominidés, ou les attaques de mégalodons, aussi pour taper dans le réalisme également. Il y avait le format interview des scientifiques et de l'employé de la marine anonyme, celui qui faisait que balancer là. Ils avaient aussi les fausses archives, comme la vidéo du marin, le dessin de membrane interdigitale qui datait du Moyen-Âge, pardon. Et enfin, je sais plus si c'est un dessin de membrane interdigitale sur un humain ou sur une des créatures qu'ils ont retrouvées pendant le Moyen-Âge, mais ils ont ce dessin-là. Et il y a les harpons aussi, et d'autres choses. Parmi les vrais éléments, ils ont aussi utilisé le bloop, et parce que, en fait, le bloop, il a bien été enregistré pour la première fois en 1997 dans la vraie vie par le NOAA dans l'océan Pacifique Sud. Le NOAA, il existe aussi pour de vrai. Et sinon, le bloop, il durait 1 minute. Et certains, ils pensaient que c'était un monstre marin géant. Et il y avait beaucoup de théories parmi celles-là. Mais on a conclu que le bloop, c'était un tremblement de glace venant des glaciers. On peut rien avoir de cool, vraiment. Sinon, il y avait aussi des personnages fictionnels, du genre tout le cast. Aucune de ces personnes n'existe, j'ai regardé. En général, les documentaries, ils servent à critiquer quelque chose. Ici, on a beaucoup mis l'accent sur l'impact des sonars sur les baleines, sûrement pour sensibiliser. Mais on a aussi tenté de jouer avec notre crédulité, avec un sujet ambigu comme les sirènes. Ambigu pour certaines personnes parce que elles représentent beaucoup de choses. Une des hypothèses qu'il y a pour l'origine des sirènes, c'est les marins privés de femmes. Ils étaient tellement en manque qu'ils voyaient des femmes dans l'eau et ils voyaient ça au lieu des animaux marins. Mais aussi, les sirènes, elles apparaissent dans le folklore de nombreuses cultures à travers le monde, comme l'Europe, l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique. Elles sont souvent associées à des événements comme des tempêtes, des naufrages et des noyades, ou peuvent même être bienveillantes ou tomber amoureuses des humains. À la base, les sirènes occidentales, c'était celles de la mythologie grecque, et elles étaient à moitié oiseaux et moitié femmes, sexy. Elles ont progressivement commencé à être représentées comme à moitié poisson, belles et séduisantes, surtout à l'ère chrétienne. Les sirènes, elles ont été un sujet populaire d'art et de littérature au cours des derniers siècles, comme dans le conte de fées de Hans Christian Andersen, La Petite Sirène, qui date de 1937, qui a donné les films Disney. Justement, le peigne et le miroir, ils sont devenus un symbole de la sirène qui a été considéré comme un symbole de vanité. Dans la mythologie du Moyen-Orient, il y a Kululu, un monstre mi-homme, mi-poisson, censé amener la prospérité. Mais les mentions de Triton sont moins courantes que celles des sirènes quand même. Dans le folklore britannique et irlandais, les sirènes sont présages de désastres. C'est les sirènes plus mainstream qui attirent les marins au fond de l'eau. Chez les Scandinaves, Margigr, c'est une créature aquatique de bon ou mauvais présage. Le haut de son corps, c'est celui d'une femme, et elle a une forte poitrine et des membranes interdigitales. Dans la mythologie chinoise, les Di sont une race de créatures aquatiques humanoïdes vivant dans leur propre nation. Dans le folklore coréen, il y a une légende sur la princesse Wang-ok, qui était une sirène provenant d'un royaume sous-marin. Pour les Japonais, le Ningyo est une créature mi-humaine, mi-poisson, mais contrairement aux sirènes occidentales, les Ningyo, ils sont souvent décrits avec des traits plus monstrueux, comme une bouche ressemblant à celle d'un singe et des petites dents pointues. Elles sont aussi présages de malheur. En Inde, Subbanamacha, c'est une princesse sirène. C'est la fille de Ravana qui est tombée amoureuse d'Hanuman. Chez les Taïnos des Caraïbes, c'est un peuple des Caraïbes, les Taïnos, c'est le peuple original. Aikaia, c'était une femme d'une grande beauté et dotée d'une voix enchanteresse. Et par jalousie, les autres femmes de sa tribu, elles l'ont maudite en la transformant en sirène condamnée à errer éternellement dans les eaux. Au Brésil, Iara, c'est une belle femme aux yeux verts, aux cheveux brillants, vivant dans les rivières de l'Amazonie. Elle attire les hommes avec son chant et les entraîne sous l'eau pour vivre avec elle. Son mythe, c'est un mélange d'influences natives américaines et européennes. Et enfin, Mamiwata, c'est une divinité aquatique du culte Vodun, vénérée en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans la diaspora africaine aussi, comme dans les Caraïbes et certaines régions d'Amérique.
Elle est souvent décrite comme une femme, mi-poisson ou mi-serpent, accompagnée d'un serpent. Son nom il est dérivé de Mami Water, en anglais pidgin, pardon. C'est une langue ou un dialecte, j'ai oublié lequel des deux. Et enfin, et ça, il le parle en Jamaïque, je crois, et dans d'autres îles, je pense. Et donc, en français, ça veut dire mamie, enfin, pas mamie, pardon. En français, ça veut dire maman eau. Durant les temps modernes, il y a même eu des témoignages d'observation de sirènes à des endroits comme les États-Unis ou au Zimbabwe, où des travailleurs effrayés, ils ont arrêté de travailler sur un chantier de réservoir à cause de ça. Et donc, comme ça, on peut voir le caractère universel de ces créatures qui semblent toujours fasciner les gens. Justement, parmi les gens qui ont vu ce documentaire aux États-Unis, il y en a qui ont parfois vraiment cru. Même si je comprends pas vraiment ce qu'ils pensaient que les reconstitutions étaient, juste comme la vidéo avec les enfants sur la plage qu'ils ont trouvé le corps qui était une animation CGI et le corps du labo qui m'avait l'air un peu bizarre. Mais bon, certaines personnes se sont senties dupées par le documentaire et des gens, ils ont même questionné son éthique. En plus de ça, il y a le caractère mystérieux de l'océan pour supporter la ligne directive du documentaire. Parce que comme ils l'ont dit dans le documentaire et que j'avais dit avant, et qu'on dit souvent, c'est vrai qu'on connaît plus la Lune que les eaux de notre propre planète. On découvre encore des créatures des abysses, par exemple, quand elles s'échouent sur les plages par chance, et encore elles sont dans un sale état, à cause du changement de pression. Mais quand on les reconstitue, des fois, on retrouve, on trouve à quoi elles ressemblaient. Et c'est vraiment quelque chose de un peu fascinant parce que vraiment, elles ont vraiment l'air vraiment bizarres comment dire, l'une a l'air plus bizarre que l'autre et après il y en a une autre qui arrive et enfin voilà quoi. Donc oui, le documentaire il est totalement faux, il a bien joué avec la réalité, mais on n'a pas exploré tout l'océan. Merci d'avoir regardé la vidéo aussi longtemps. Likez ou dislikez, liberté d'expression. Et abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, des deep dives. Et des analyses aussi. Et je fais des récaps de films parfois aussi. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.